metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday the 13th. All right. Bonjour tout le monde, toujours à du crime à mes oreilles. C'est ici, toujours Alex, avec Philippe et Karine, encore une fois. Hello. Et pour ceux-là qui nous écoutent en rediffusion, c'est qu'on est live sur Twitch, deux épisodes back-à-back. Ça fait, à un moment donné, ça fait bizarre là, de faire semblant tout le temps que on fait de quoi de nouveau. Là. Fait que, on est dans un streak de 2 épisodes et là, Karine vient d'enregistrer son premier épisode de True Crime. Ça a bien été, Karine? Eh oui, ça a bien été. En tout cas, moi je t'ai trouvé bonne, puis je pense que tu devrais prendre la confiance. Ouais, exactement. Faut revenir. Yes. Et Philippe, aujourd'hui, c'est toi qui nous présente quelque chose. Ouais, donc aujourd'hui, je vais vous parler des Black Lips. Est-ce que vous connaissiez les Black Lips? Non, moi, je les connaissais pas, non. Vous ne connaissez pas? En fait, c'est un groupe de garage punk qui a été fondé en 1999 et ils ont sorti un premier album en 2001, je pense, qui s'appelle Black Lips. Et alors, les fondateurs, c'est Cole Alexander et Jared Swiley ou Swiley, je ne sais pas, qui étaient connus pour leur comportement un peu grossier à l'école. Et alors, il y a eu, donc ce n'était pas leur école évidemment, mais en 99, il y a eu le massacre de Columbine. Et ils étaient perçus comme étant tellement étranges qu'ils ont été en fait virés de leur lycée. On les a jetés dehors à cause du massacre de Columbine parce qu'ils représentaient ce que l'Académie identifiait comme un danger de la sous-culture. Donc voilà, ça pose un peu les personnages. Et alors, ils se décrivent comme un groupe, donc voilà, pour moi, c'est du garage punk, mais eux se décrivent comme un groupe de flower punk. Mais pour moi, flower punk, c'est un genre qui n'existe pas. J'avais jamais entendu parler de flower punk. Alors, flower punk, la seule référence que j'ai trouvée, c'est une chanson de Frank Zappa, mais qui est une référence d'avant le punk. Et il chante une chanson qui s'appelle Flower Punk, où il dit « Hey punk, where are you going with that flower in your hand ?» Et en fait, c'est une sorte de reprise presque parodique de « Hey Joe » de Jimi Hendrix. Bref, on revient au Black Lips. Alors, Black Lips, c'est vraiment bien, mais quand tu écoutes pour la première fois, tu te dis c'est vraiment une belle mélodie, c'est dommage que le son soit aussi mauvais. C'est-à-dire que c'était des groupes, à l'époque, ils pouvaient enregistrer avec un seul micro. C'est un son qui est très, très sale, mais mélodiquement, c'est vraiment intéressant et ça fait penser pas mal à un groupe beaucoup plus connu qu'eux qui s'appelle les Kings, mais qu'ils ont quand même un petit peu modernisé avec cette musique très, très garage. Alors, en concert, ils ont la réputation de concerts très sauvages. Donc, je pense que ça vaut la peine quand ils passent. Et puis, ils ont fait des albums studio. Ils ont fait 10 albums studio, mais comme c'est un groupe qui est très réputé pour la scène, et voilà, visiblement, d'après ce que j'ai lu, il se passe beaucoup de choses. Moi, je ne les ai malheureusement jamais vus. Ils ont aussi sorti 3 albums live. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la 7e chanson de leur 2e album studio. Alors, malheureusement, c'est l'album studio qui a le nom le plus long, qui s'appelle We Did Not Know the Forest Spirit Made the Flowers Grow. Voilà, c'est un album qui sort en mai 2004. Et la chanson s'appelle No Town Blues. Alors, No Town Blues, c'est une chanson où ils n'ont pas dû passer beaucoup de temps à l'écrire parce que finalement, ils répètent quasiment toujours la même chose. Et ils disent I'm the hillside strangler, that's who I am, running around the land, killing everyone I can. Donc, je suis le tueur des collines, c'est celui que je suis. Je me balade à travers le pays et je tue toutes les personnes que je peux tuer, quoi. Et donc, on va parler du Hillside Strangler, le tueur des collines, on va l'appeler le Hillside Strangler. Donc, c'est une affaire de crime en série qui s'est déroulée en Californie entre octobre 1977 et février 1978. Donc, on se rend compte que entre octobre 77 et février 78, il n'y a pas beaucoup de temps qui passe. Donc, c'est quelque chose de très ramassé. C'est 4 mois, mais en 4 mois, il y a eu 10 victimes. Oh, c'est beaucoup en 4 mois. Ouais, c'est vraiment, vraiment beaucoup, quoi.
Alors, la première victime, c'est une prostituée de 20 ans qui s'appelle Yolanda Washington. Et donc, c'est le premier corps qui est découvert. Son corps est découvert nu près d'un cimetière, du côté de Hollywood. On est vraiment du côté des collines de Hollywood, en fait. Donc, on la découvre le 18 octobre 1977. Et son corps a été nettoyé pour qu'il n'y ait pas de traces. Elle est nue, elle est dans une position assez obscène. Donc, on voit qu'il y a vraiment une mise en scène de la position du corps. Elle a été étranglée, elle a été visiblement violée, et il y a des traces sur ses chevilles et ses poignets et sur son cou qui indiquent qu'elle a été attachée avec des cordes. Donc un crime quand même assez sauvage. Et 2 semaines plus tard, il y a la seconde victime, qui s'appelle Judith Ann Miller, qui est aussi une travailleuse du sexe. Elle n'est âgée que de 15 ans au moment où elle est assassinée. Et puis c'est exactement les mêmes constats. Donc les cordes, le viol, l'étranglement, etc., etc. Et alors, au mois de novembre, il se déchaîne complètement. Donc, il tue pour la première fois une femme qui n'est pas liée à la prostitution, qui s'appelle Elissa Castine. Donc, début novembre, il y a 2 hommes. Donc, voilà, spoiler, il y a peut-être 2 tueurs qui approchent une femme qui s'appelle Catherine Laure Baker. Elle a 24 ans. Alors, Catherine Laure Baker, elle n'est pas connue, mais c'est la fille de quelqu'un de très connu qui s'appelle Peter Lorre. Et Peter Lorre, c'est un acteur dont le visage est très connu pour une image, il joue dans un film qui s'appelle Dial M for Murder, qu'on a traduit en français par M le maudit. C'est un film de Fritz Lang. C'est un film de tueur en série. Donc, c'est vraiment un hasard particulier. En fait, pourquoi ils abordent cette femme sans savoir qui elle est? Ils l'abordent pour la tuer et pour l'enlever pour la tuer. Mais quand elle présente son permis de conduire, parce que les 2 hommes se font passer pour des policiers, ils comprennent qui elle est. Et parce qu'il y a aussi dans le portefeuille une photo d'elle avec son père. Eux voient qui est le père et donc ils se disent on va pas s'attaquer à quelqu'un de connu, on ne veut pas attirer l'attention. Alors évidemment, à ce moment-là, cette tentative d'enlèvement, elle n'est pas du tout liée au crime précédent, parce que finalement, il ne se passe rien. Elle a juste l'impression de s'être fait arrêter par 2 policiers qui prennent son permis de conduire et qui lui disent qu'elle peut partir. Donc c'est évidemment un incident qui va être rapporté beaucoup plus tard. Le 13 novembre, c'est Sonia Marie Johnson, 14 ans, et Dolores Ann Sipida, 12 ans, qui vont être retrouvés. Donc, vous voyez que les victimes sont de plus en plus jeunes. Ouais, hein? Et la semaine d'après, il y a encore 3 autres corps qui sont trouvés, qui s'appellent Christina Weckler, Evelyn King et Lorraine Wagner. Et Lorraine Wagner a en plus visiblement été torturée avec des cigarettes, des brûlures de cigarettes. Mais Lorraine Wagner, donc elle a été enlevée et il y a un témoin de son enlèvement. Et le témoin va aussi décrire 2 hommes et faire un portrait robot qui est très approximatif et qui ne va pas permettre d'identifier l'assassin ou les assassins. Et puis ensuite, il y a encore 2 victimes qui s'appellent Kim Martin et Cindy Ospeth. Mais la police ne trouve pas grand-chose. Et donc, ils feront appel à une voyante. Tiens, est-ce que vous avez déjà été voir une voyante? Oui. Non. Alors, écoute, moi, je suis un gars très, très, très rationnel, donc j'ai beaucoup de mal à y croire, mais je dois quand même reconnaître que la voyante, elle a fait un boulot qui est assez intéressant parce que donc c'est une Allemande qui a été appelée par la police et elle a dit, voilà, ce sont 2 frères qui sont les assassins. Ils sont italiens et ils ont entre 25 et 35 ans. Alors, on verra que ce n'est pas tout à fait ça, mais on est quand même pas loin de la vérité. Moi, j'ai jamais été voir une voyante, mais quand ma mère est décédée, il y a quelqu'un qui la connaissait qui est allé d'en voir une, puis il m'a amené un DVD avec comme tout l'enregistrement de leur rencontre. Puis il était comme, écoute ça, parce que là, c'est des messages de ta mère là-dedans, puis des... Puis ouais, c'est dur aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses. Tu sais, juste avec un nom, tu peux trouver beaucoup d'informations. Tu sais, fait que c'est. Ouais. J'ai pris ça au. Ouais. Ça s'appelle du hot reading, effectivement. Ouais. Il y a le cold reading. Si je te dis un truc, style, tiens, Alex, j'ai l'impression que tu as des problèmes de genoux. Si tu me regardes en disant, mais c'est bizarre,
À ce moment-là, je peux tout de suite partir sur autre chose. Et si je vois ton langage corporel super positif, tu vas me dire, ah ouais, ouais, alors à ce moment-là, je vais rentrer dans cette brèche que tu m'as ouverte. Mm. Et toi, Karine, ton expérience de voyante, c'était comment? Mais en fait, moi, je suis super sceptique aussi. Mhm. Puis, je suis arrivée là en me disant, il va falloir qu'elle me dise quelque chose de- d'extraordinaire, là, que Ouais, personne ne peut savoir. Puis c'est arrivé. Tu sais. ok. Ouais, ouais. Avant d'aller la voir, je me suis arrêtée au cimetière, sans tombe à mon grand-père, et je pleurais. Parce que je disais, My God, tu dois pas être fier de moi. Tu sais, mon grand-père pensait que j'allais devenir neurochirurgienne. C'était pas ça du tout, là. Puis à cette époque-là, j'étais vraiment en reconstruction personnelle, tu sais. Mhm. Puis, j'arrive là-bas, puis là, elle me dit plein de choses, mais à un moment donné, elle me dit, Ah, il y a, il y a un monsieur, là, puis il dit, je suis pas fière. Fière, c'est pas assez fort pour décrire ce que je ressens face au bel humain que tu es en train de devenir. Fait que, Mhm. juste ça, Mm. je veux dire, elle n'a pas pu prendre ça nulle part, là, tu sais. Tu sais, me dire que mon grand-père, sa robe, la robe bleue à ma grand-mère, c'est sa préférée, c'est comme, yeah, right, t'aurais pu dire Ouais, n'importe quelle couleur, tu sais. Mais ça, la fierté que je venais de vivre, puis que personne ne le savait, tu sais, ouais, ouais. Tu as été troublé quand même, quoi. ouais, ça m'a troublée. Hmm, je comprends, je comprends. Depuis ce temps-là, je suis fière de moi. Fait que, Ah bah ça ça, Tant sera ça, pas, mieux. c'est l'essentiel, c'est l'essentiel. L'important, c'est que ça fasse du bien. mais il y en a plein, tu sais, qui n'ont pas de sens, là. À un moment donné, le téléphone a sonné chez moi, puis ça me dit Bonjour, madame, c'est le cabinet de voyance de Montréal. Et là, j'ai répondu tout de suite Si vous étiez vraiment voyante, vous auriez su que j'en avais rien à foutre, puis j'allais vous raccrocher au nez, madame. Bonne journée, tu sais. C'est Ouais, comme- ouais, Il y en a toujours qui s'essaient. ouais. Exactement, exactement. Alors, on va revenir à notre triste affaire. Enfin, triste affaire, ouais. Donc, voilà, la voyante dit il y a deux hommes, italiens, frères, euh, environ 35 ans. Et les constats déjà des enquêteurs étaient que oui, il y avait probablement deux assassins. La façon dont les corps avaient été transportés, enfin, il y a quelque chose je ne sais pas exactement, mais quelque chose sur les scènes de crime qui indiquait qu'il y avait probablement deux hommes. Le problème ou la bonne nouvelle, mais le, les crimes s'arrêtent. Et donc, l'enquête est complètement coincée. On s'oriente vers un cold case. Et le 12 janvier 1979, hein, donc on est 2 ans plus tard, la police de Bellingham, dans l'État de Washington, donc à nouveau, on n'est pas du tout au même endroit, est informée de la disparition de deux étudiantes qui sont dans la même université, qui s'appellent Karen Mandick et Diane Wilder. Et ce sont des étudiantes plutôt sérieuses, hein. On sait que ce ne sont pas des filles qui étaient fugueuses, ou voilà, c'était vraiment des étudiantes très, très consciencieuses. Euh, et elles ne se représentent pas au collège ou à leur job d'étudiante. Et donc, les gens s'inquiètent, ils avisent la police. Et très vite, dans les témoignages, il y a quelqu'un qui dit, mais en fait, elle avait accepté un travail de gardienne de maison dans un quartier riche à Bayside, à Washington, auprès d'un de ses amis qui est agent de sécurité. Et entre-temps, on retrouve malheureusement les deux femmes qui sont dans une voiture. Elles ont toutes les deux été étranglées. Et on identifie très facilement le fameux agent de sécurité. Il s'appelle Kenneth Bianchi. Et toutes les preuves que la police va découvrir accablent ce fameux Kenneth Bianchi. Donc, il est arrêté pour le crime, d'autant plus qu'on retrouve... euh, donc, pardon, il est arrêté pour ce crime. Et en plus, on retrouve des bijoux chez lui. Et ces bijoux, on sait que ils ont appartenu à Yolanda Washington. Et Yolanda Washington, c'est la première victime de l'étrangleur de Hillside. Et donc, on sait que finalement, ce gardien de sécurité qui a tué deux femmes est très probablement l'étrangleur de Hillside. Il y a un nom italien en plus. Exactement. Et donc, ouais, exactement. Alors, il n'est pas né en Italie, mais effectivement, il a un nom italien. Il est né le 22 mai 1951 à Rochester, dans l'État de New York. Sa mère est une travailleuse du sexe, qui a 17 ans au moment où elle donne naissance à Kenneth, et elle le fait adopter quand il n'a que 2 semaines, parce qu'elle ne sait pas s'en occuper, elle est très très jeune. Enfin, voilà.
Donc, il ne s'appelle pas Kenneth Bianchi à la naissance, il est adopté par des gens qui s'appellent les Bianchi. Donc, c'est un couple d'Italiens qui l'adopte. Et très vite, c'est un enfant à problème. Alors, ça commence par des problèmes qui ne sont pas très graves, notamment, il fait pipi au lit très, très longtemps, beaucoup plus que la moyenne des enfants. Il passe très souvent du temps à regarder dans le vide, et à un moment, ses yeux se retournent, par exemple. Donc, ça ne fait pas de toi un psychopathe quand tu fais quelque chose comme ça, mais ça ne rassure pas, quoi. Ouais, c'est flippant de voir ton enfant Oui, faire ça, c'est par ça. exemple. Et puis, il ment tout le temps. Il est toujours, voilà, c'est vraiment un menteur compulsif. Et donc, malheureusement, le beau-père, le père adoptif décède. Donc, la mère, qui s'appelle Frances, va élever Kenneth Bianchi toute seule. Elle va voir des médecins, mais elle trouve vraiment pas de soutien. Et on lui dit, mais ça va passer avec le temps. Mais en fait, ça ne passe pas avec le temps. À 18 ans, Kenneth Bianchi se marie avec une certaine Brenda qu'il fréquente depuis quelques temps. Mais le mariage, dès qu'il se marie, en fait, ça se passe pas très bien. Et après 8 mois, elle le quitte. Et ça le plonge dans une dépression. Au niveau professionnel, ça va pas bien non plus, mais vous connaissez l'histoire. En fait, c'est un peu toujours la même chose. Ce sont des gens qui sont très, très erratiques. Et donc, il va enchaîner les petits boulots. Il en garde aucun. Il rêve de devenir policier. Donc, il suit des cours de sciences policières dans un community college, mais il abandonne très, très vite. Il va quand même essayer de rentrer au bureau du shérif, mais il n'est pas reçu, donc sa candidature est refusée. Et donc, il commence à travailler comme agent de sécurité. Mais très vite aussi, il se fait licencier parce qu'il a volé sur son lieu de travail. Champion. Donc, voilà, rien qui va. La meilleure place pour voler, ça. Voilà. Et donc, comme rien ne va, il n'a plus rien à perdre. Il a 25 ans, il déménage vers Los Angeles, et il va vivre avec son cousin. Donc, ils vont être colocataires, et son cousin, c'est Angelo Bueno Jr. Je ne sais pas si mon accent italien est très bon, mais Angelo Buono. Donc là, on est en 1976, on a 2 cousins italiens qui vivent ensemble. Et là, ils rêvent de business. Et alors, ils se disent, voilà, ils ont envie d'argent, et le business qui leur paraît le plus rentable, c'est de devenir macro. Alors, est-ce qu'on dit macro au Québec pour dire un pimp? On dit pimp. Ah, vous dites pimp, ok. Donc, ils deviennent pimp, et ils kidnappent 2 femmes. Ils vont les séquestrer. Visiblement, ça se passe beaucoup comme ça dans le milieu de la prostitution. Mais au bout de quelques temps, mais ça va quand même durer plusieurs jours, elles parviennent à s'échapper. Donc, voilà, loser un peu jusqu'au bout. Et puis, en 1977, ils se font arnaquer par une prostituée. Et cette prostituée s'appelle Yolanda Washington. Et Yolanda Washington, on en a déjà parlé, c'est leur première victime. Mhm. Et là, donc, C'est ça en qui a gros, mis les c'est ça. feux aux brousses. Exactement. C'était une vengeance. La première victime était une vengeance, et visiblement, ils ont tiré une forme de gratification, de satisfaction de cette vengeance. Et pendant la vague de meurtres, Bianchi, il est en couple. En fait. Donc, ça n'est pas, voilà, il ne vit plus avec son cousin, il est avec une certaine Kelly qui est enceinte. Et donc, les meurtres s'enchaînent. Et à un moment, Kelly quitte Bianchi, elle part vivre à Bellingham, dans l'État de Washington, où il va commettre ses 2 derniers meurtres. Et donc, c'est cet événement-là, parce qu'à un moment, il se dit, voilà, ma femme est enceinte, donc je vais essayer quand même de la suivre pour connaître l'enfant qui va naître, et c'est pour ça qu'il part à Bellingham. C'est sûr que c'est une bonne façon pour pouvoir pour pouvoir le connaître, de continuer de tuer. Là. Voilà. Ouais, c'est vraiment des authentiques psychopathes, quoi. Ah ouais. Et donc, suite à l'arrestation de Bianchi, il va quand même dénoncer plus ou moins son cousin Buono, et donc les 2 hommes vont être arrêtés et condamnés. Alors, pendant le procès, il va tenter de plaider la maladie mentale, et va même essayer de plaider le syndrome des personnalités multiples. Et alors, ça, j'ai jamais réussi à comprendre si ça existait vraiment, ce syndrome-là, mais visiblement, oui, hein, il y a des gens qui ont vraiment ce syndrome de personnalité multiple. Mais en tout cas, cette défense, elle n'est pas crédible. Et donc, il est condamné à perpétuité. Enfin, les 2 sont condamnés à perpétuité, d'ailleurs, sans possibilité de libération conditionnelle. Et
en 1980, donc on est 1 an après l'arrestation, il rencontre une femme qui lui écrit en prison, et elle s'appelle Veronica Compton. Et Veronica Compton, c'est le personnage principal du prochain épisode du scénario du Ah, film. wow! Ouais. Cliffhanger! Cliffhanger, j'en dirai pas trop, mais c'est un. Et on va le sortir normalement le 23 avril. Alors, Alex le sait parce que j'en ai parlé hors antenne, mais toi, Karine, est-ce que tu sais ce qui se passe le 23 avril chaque année? En fait, il y a une Pride. Non, je sais pas. Alors, c'est la Pride la libristophilie. Et Qu'est-ce que... l'hybristophilie, c'est on va dire pas dire une perversion, mais c'est une préférence sexuelle qui fait que tu es sexuellement attiré par des assassins. Ah, il y a une journée pour ça. Il y a une journée, il y a une Pride pour ça, il y a un drapeau pour l'hybristophilie. Et pourquoi c'est le 23 avril? Eh bien, c'est parce que le 23 avril 1934, on a tué Bonnie and Clyde. Et donc, on appelle ça aussi le Bonnie and Clyde Day. Voilà. Et je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est ton épisode, là. Ça me fascine, ça. Ouais. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut être attiré par quelqu'un qui peut... Qu'est-ce ce potentiel-là? Là? Charles Manson recevait 20 000 lettres d'amour par an en prison. 20 000. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Et donc, je vais pas rentrer dans trop de détails par rapport à ça, mais ce que cette femme va faire par amour pour ce tueur en série, c'est une folie incroyable. Voilà. À découvrir dans le prochain scénario exactement, du pays. exactement. Exactement. Le Alors, bien, 23 avril, t'as dit? Pardon, qu'est-ce que je raconte? Le 23 mai. Merci. Merci. Attends, j'ai un doute J'avais maintenant. l'impression que j'étais dans une DeLorean, là, puis que C'est moi qui ai un doute maintenant. Attends. Je vérifie dans mes notes. Complètement. Si c'est pas moi qui suis complètement à côté de la plaque. Le jouet du live, yes! Oui, exactement. Mais bref, on va voir. Bon, bref, on sortira l'épisode, même si c'est pas le bon jour. Mais... en tout cas, l'intention était de le sortir le jour de l'anniversaire de la mort de Bonnie and Clyde. Mais je ne sais pas pourquoi je pensais au 23 avril, effectivement. Voilà. Bref, bien qu'il est toujours vivant. Yes. C'est un vieux monsieur, il est toujours en prison, tandis que son cousin Buono, lui, il est mort d'un accident cardiaque en 2002. Et c'est vraiment un tueur en série qui est vraiment resté dans l'imaginaire parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement sauvage et c'est très très rare d'avoir finalement toute cette synergie, hein, parce qu'on a Bianchi, on a Buono, et puis on aura Veronica Compton qui va rentrer dans cette danse-là et qui va finalement perpétuer le travail du Hillside Strangler. Donc voilà, moi je trouve que c'est une histoire qui est complètement folle. Et donc je vais terminer sur les Black Lips pour dire que voilà, je trouve que c'est un groupe qui est pas facile à écouter à cause de ce son qui est très 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 brut et très sale. Mais par contre, vraiment au niveau mélodique, notamment cette chanson No Town Blues, tu l'écoutes, tu dis ah c'est un peu sale, mais tu vas l'avoir en tête et tu vas la chantonner toute la journée. Et je trouve que voilà pour ça, pour leur qualité mélodique, c'est vraiment intéressant d'écouter les Black Lips. Et ça me fait penser, alors dans un genre complètement différent, hein, peut-être ce que moi je pourrais considérer comme mon chanteur préféré, qui est Daniel Johnston. Alors je ne sais pas si vous connaissez Daniel Johnston, qui est un chanteur psychotique. Qui a été repris par des grands. Tom Waits a repris des chansons de Daniel Johnston. Il a été repris par Beck, enfin par pas mal de gens. Il y a des compilations de reprises de Daniel Johnston. Mais lui était complètement psychotique, donc il a passé il est malheureusement décédé. Il a passé autant de temps en hôpital psychiatrique qu'en dehors. Je pense qu'il a passé un total de plus de 20 ans en hôpital psychiatrique. Et il y a un film sur lui qui s'appelle The Devil and Daniel Johnston, sur justement cette maladie mentale. Et cette maladie mentale faisait qu'il créait des chansons qui étaient complètement hors cadre, hors normes. Il forçait à l'époque où c'était possible les portes de MTV pour chanter en live là-bas. Et Dan Johnson, il ne sait pas chanter, il ne sait pas jouer d'instrument. Il venait avec sa guitare, mais il ne savait pas en jouer, il grattait un truc complètement random. Et le résultat est complètement magique. Donc, il avait un sens mélodique incroyable.
Il y a des chansons, il y a une chanson qui s'appelle True Love Will Find You in the End. C'est difficile de ne pas avoir une petite larme quand tu écoutes ça, tellement c'est profond, c'est sublime au niveau des paroles. Et cette voix un peu à côté, bah, voilà, ça donne une émotion particulière. Alors, c'est pas la même chose pour les Black Lips, mais quand même, il y a quelque chose dans ce. On joue pas bien, on chante pas bien, mais on réussit à faire de la magie. Voilà. Good. Puis pour ta gouverne, c'est le 23 mai que Ah, Bonnie. c'est bien le 23 mai, voilà, ouf, ouf. Ça va, on peut sortir. Si Merci. le 23 mai, là, je vais aller le couper à chaque fois que tu as dit 23 avril, je vais remettre le. Non, 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 ça va. J'assume. Ouais, merci beaucoup. Fait que, le scénario du pire avec un gros épisode qui va s'en venir. On va sortir celle-là avant. Fait que Ouais. ça pourra exactement faire suite pour ton épisode du scénario du pire. Karine, on va vous encourager sur le Patreon pour cet été. Puis on vous regarde vos réseaux sociaux pour les spectacles où est-ce qu'on peut vous voir en show puis tout ça. Exactement. Voilà. Alright. Puis pour Du bruit à mes oreilles, facile, dubruitamesoreilles.com. Il y a le Patreon si vous voulez nous encourager aussi. Il y a Twitch si vous voulez nous encourager aussi, que vous pouvez vous abonner avec votre Prime. Puis sinon, on se dit à la prochaine. Puis merci tout le monde d'avoir été là. Merci Karine d'être venue participer avec nous à deux épisodes du Crime à mes oreilles. Puis si jamais tu veux revenir, ça sera un plaisir de t'accueillir encore une fois. Puis à la prochaine tout le monde. Bonne semaine. Bye bye.